un outil de cassage de mots de passe distribué que j'ai appelé Octopus et donc je vais vous présenter aujourd'hui cet outil. Très rapidement, une introduction. Le problème qui se pose quand on cherche à casser les mots de passe, c'est qu'on a un espace de recherche qui est extrêmement grand, qui augmente exponentiellement par rapport à la taille des mots de passe, et qu'on ne peut pas le parcourir exhaustivement. Et donc, ce qu'on fait avec les outils usuels, c'est qu'on essaye d'optimiser, de prendre les mots de passe les plus probables en premier, en utilisant des dictionnaires, des masques. C'est ce qu'on utilise avec John the Ripper H4 ou CH4. On peut aussi augmenter la puissance de l'ordinateur, mais le problème, c'est que le coût augmente plus vite que la puissance. On peut combiner plusieurs machines, ce qui est moins coûteux, mais qui nécessite un intermédiaire, et cet intermédiaire-là, c'est Octopus. J'ai essayé de dresser un état de l'art des solutions qui existaient déjà pour le cassage de mots de passe distribués. J'ai trouvé des solutions qui étaient fondées sur John the Ripper. Ces solutions, elles avaient toutes quelque chose en commun, c'est qu'elles utilisaient la norme MPI et elles ne proposaient pas en fait de tolérance de faute, c'est-à-dire que si un des nœuds du cluster se plantait, le travail qui était assigné à ce nœud était perdu et il n'y avait aucun moyen de le rattraper. Donc c'est quelque chose que j'ai essayé d'intégrer dans Octopus, la tolérance de faute. J'ai trouvé un autre outil qui s'appelait Htopus. J'ai pas appelé Octopus, ça j'ai choisi avant, mais donc Htopus c'était un outil qui fonctionnait un peu comme les outils fondés sur John the Ripper, sauf que lui a pu développer. Mais ce que j'ai essayé de faire, c'est que Octopus fonctionne un peu comme une couche d'abstraction, c'est-à-dire qu'il y ait des ordinateurs qui aient leur propre outil de cassage individuel et qu'ensuite Octopus s'occupe de combiner les travaux. Et l'intérêt de ça, c'est qu'on peut utiliser des outils qui sont open source, le modifier, parce que H4, l'illigraphie n'est pas open source. Il y a aussi des solutions, une solution commerciale que j'ai trouvée, qui est d'après ce qui est écrit sur le site, qui est très efficace, mais qui n'est pas open source. On ne peut pas ajouter donc, de nouveaux algorithmes s'il y a de nouveaux algorithmes de hachage qui sortent. Et le problème aussi, c'est qu'il est très coûteux. J'ai mis 599 € pour un cluster de 5 machines, 1999 pour une licence pour 20 machines, 4999 pour 100 machines, et au-delà, il faut demander un devis avec Microsoft. Un autre outil que j'ai pu trouver, c'est un outil qui était évoqué dans un papier universitaire, qui était rédigé par Andrew Sonnenberg. Il a l'air, c'est un outil qu'il a développé donc, pour ses recherches académiques, qui a l'air très intéressant puisqu'il permet de casser des mots de passe en combinant CPU et GPU. Il permet la tolérance de faute, mais le problème c'est que comme il code depuis le départ, il a seulement pu développer MD5 et il pensait à éventuellement développer SHA-1 et je ne suis pas tout à fait sûr. Donc, ce que j'ai essayé de faire, voilà, c'est ce que j'ai dit auparavant, c'est utiliser les outils qui existent déjà pour éviter d'avoir à encoder tous les algorithmes de hachage et créer donc la couche d'abstraction. Un dernier outil que j'avais trouvé qui m'a semblé plutôt intéressant, c'est un outil qui est développé par MWR, qui est fondé sur WebCL. Donc, vu que WebCL est censé être intégré à HTML5 à terme n'importe quel ordinateur avec un navigateur internet de base pourra l'utiliser. Et le problème, c'est évidemment les mauvaises performances parce que JavaScript c'est très lent et d'après leurs propres calculs, pour un cassage avec GPU, c'est 15 fois plus long qu'avec OCLH4. Donc, entre guillemets, la philosophie qui se cache derrière Octopus, c'est faire travailler ensemble des machines qui savent travailler séparément. Et pour cela, en fait, j'ai conçu Octopus un peu selon une architecture maître-esclave. On a donc un utilisateur qui envoie une API à des attaques avec une syntaxe qui est propre à Octopus. Ces attaques donc, passent par un maître qui les répartit, en fait, qui la divise en plusieurs petites attaques, puis ensuite qui répartit les petites attaques sur les esclaves, avec la syntaxe propre à Octopus. Et ensuite, les esclaves, tout ce qu'ils auront à faire, c'est transformer les attaques en syntaxe Octopus en attaques avec leur propre outil, et ensuite de la réaliser, de renvoyer les résultats au maître, qui les renvoie ensuite à l'API, donc à l'utilisateur.
l'utilisateur. Ce que j'ai essayé de faire aussi pour distribuer et récupérer les résultats, c'est utiliser le patron MapReduce, en divisant l'attaque en attaques moins coûteuses, et les nœuds qui sont diesclaves sont les fonctions map qui permettent de transformer les petites attaques en résultats, et les résultats sont combinés par le master dans ce qu'on pourrait appeler la fonction reduce. Donc on obtient une seule liste de résultats qui est transférée, qui est envoyée à l'utilisateur. Quelque chose qui est important, c'est comment les nœuds peuvent communiquer entre eux. Pour ça, j'ai mis au point une sorte de protocole. C'est-à-dire que les nœuds s'envoient des messages de ce type, c'est-à-dire avec une fonction en majuscule qui suit des arguments. Ces messages sont empaquetés dans des JSON parce que souvent je suis amené à devoir transférer des objets, et les JSON c'est quelque chose qui se prête bien au transfert d'objets. On peut utiliser des dictionnaires, des listes. Et tout ceci est envoyé par requête HTTP GET. Les requêtes entre les différents nœuds sont envoyées par requête HTTP GET. Et l'utilisateur interagit avec Octopus en utilisant une interface web. Là, il y a un aperçu un peu de l'interface web avec quelque chose de classique. Avec à gauche la barre de menu, au milieu un tableau qui répertorie un peu les attaques qui sont réalisées, mais je vais revenir après un peu plus en détail. Les fonctions qui sont utilisées par Octopus, il y en a un petit peu plus que cela, mais j'ai seulement répertorié les plus importantes. Il y a NodeType, c'est la fonction qu'envoie un nœud lorsqu'il se connecte au cluster. Il envoie en fait NodeType, puis ensuite le nom du type de nœud. Par exemple, si c'est un nœud esclave qui se connecte, il va envoyer NodeType select. Ça permet donc de savoir quel type de nœud se connecte. La fonction put qui envoie un objet, qui est généralement un hash ou alors une petite attaque. Get qui demande une information, un nœud, d'où qui envoie une attaque. Ça c'est généralement envoyé par l'utilisateur. Result qui envoie un résultat. Pas seulement un résultat d'une attaque, mais aussi le résultat d'une requête get. Remove qui supprime un objet, puis OK si l'action est réalisée avec succès, et error si une. Pour la partie back-end, j'ai utilisé le langage Python, en particulier le package Twisted Python. Donc tout ça est codé en programmation asynchrone avec des pairs et des callbacks. Et pour chaque nœud, en fait, on utilise un type d'objet. Les factories et les protocoles. Les factories répertorient en fait, dans leurs attributs les caractéristiques qui sont liées au nœud. Et lorsqu'il y a un nœud qui se connecte un autre nœud qui se connecte à ce nœud, l'objet factory crée un objet protocole. L'objet protocole empaquette les requêtes dans des JSON et dans des requêtes HTTP GET et lit les requêtes reçues et déclenche les actions correspondantes, c'est-à-dire lorsque un nœud par exemple reçoit une requête do, il va séparer l'attaque en différentes petites attaques, ensuite il va les envoyer au nœud esclave. Concernant l'interface, elle est réalisée avec un template Bootstrap et les interactions sont gérées avec JavaScript et jQuery, donc front-end JavaScript et jQuery, et back-end avec Twisted Python. Là, je vais parler un peu de l'interface. Alors, on a vu la page d'accueil tout à l'heure. Ici, on a un extrait en haut de la partie centrale de la page d'accueil que vous avez vue, qui répertorie en fait, dans un tableau les attaques qui ont été lancées et qui sont en cours. On a le temps écoulé, les tâches réalisées. Les tâches, ce sont les différentes petites attaques réalisées par les nœuds esclaves, les mots de passe trouvés. Et ensuite, les actions. La première icône ouvre cette shadow box qui répertorie tous les résultats des cassages qui ont déjà été trouvés. La petite croix rouge permet d'arrêter une attaque qui pourra être reprise ensuite, et la poubelle supprime une attaque, c'est-à-dire qu'elle supprime aussi la possibilité de reprendre cette attaque et également les résultats qui y sont associés. Il y a une deuxième page qui répertorie les attaques terminées. En fait, il y a les attaques terminées et les attaques qui ont été arrêtées avec l'icône avec la petite croix. Un tableau de bord qui permet de répertorier les machines faisant partie du cluster avec les ressources CPU utilisées. Je n'ai pas réussi à faire
afficher les ressources GPU utilisées, donc il y a seulement les ressources CPU. Le port qui est utilisé par la machine, l'adresse IP et le port, et ainsi qu'on a la possibilité de quitter une machine. On a la possibilité d'ajouter ce que j'ai appelé des politiques d'attaque, c'est-à-dire en fait des séquences d'attaque simples, c'est-à-dire dans le cas de cette politique, en fait, si jamais on la lance, on va d'abord lancer une attaque avec le dictionnaire John, une attaque de type toggle case, c'est-à-dire on va tester les majuscules et les minuscules. Ensuite, on va lancer une attaque par dictionnaire WOQ, une attaque par masque, etc. On a la possibilité de voir les politiques qu'on a ajoutées également qui sont supprimées, 4 attaques par masque. Les attaques qui sont possibles avec l'outil Autopus, alors il y a les attaques simples qu'on peut réaliser avec les outils de base, par dictionnaire, par masque, et puis les variantes, tout ce qui est toggle case, etc. Il y a les politiques d'attaque dont je vais parler, qui sont des séquences d'attaque simples. Et il y a une dernière fonctionnalité qui sont les attaques automatiques. Et en fait, pour choisir, cette attaque automatique va permettre de choisir une politique d'attaque grâce à un processus de décision markovien. Donc rapidement, les chaînes de Markov, c'est un modèle probabiliste qui dit que, étant donné un système, il y a un ensemble d'états, la probabilité de passer d'un état à un autre état ne dépend pas des états par lesquels on était passé auparavant. Et un exemple qui est souvent donné dans la littérature, c'est celui du nageur qui nage contre le courant et dont on évalue régulièrement la progression. Soit il est dans un état A, c'est-à-dire qu'il a avancé, soit il n'a pas bougé, soit il a reculé. Et si jamais on applique un modèle markovien au nageur, en fait, ça voudrait dire que s'il est à l'état A, la probabilité qu'il passe à l'état B ne dépend pas de comment il a nagé auparavant. Il y a quelque chose aussi que j'aimerais préciser, c'est que c'est pas un mode Markov en fait. Ce que j'ai fait, c'est fondé sur un processus de décision markovienne, ça n'a rien à voir en fait avec le mode Markov de John de Ripper. Parce que le mode Markov, il est fondé en fait sur la probabilité d'obtenir un caractère après un autre caractère. Par exemple, on aura plus de chances d'avoir un H après un C qu'après un N. Le mode automatique d'Octopus, il est différent. Il est fondé en fait sur la probabilité qu'une attaque simple donnée fasse passer le pourcentage de mots de passe découverts de I% à J%. Et donc, ce que j'appelle un processus de décision markovien, c'est un triplet EAP, avec E un entier compris entre 0 et 100, qui correspond en fait au pourcentage de mots de passe découverts, c'est les I et J dont je vais parler plus haut. A, c'est l'ensemble des attaques simples possibles, et P est la fonction qui associe P à IJ à une attaque A entier I à un entier J. Et P à IJ, en fait, c'est la probabilité que A fasse passer le pourcentage de mots de passe découverts de I% à J%. Et donc le but, c'est de réussir à trouver P. Une fois qu'on a trouvé P, on a la possibilité de dire, pour un temps donné, quelle sera la politique d'attaque qui sera la plus efficace. Pour déterminer P, en fait, ce que fait Octopus, c'est qu'il apprend à déterminer P grâce aux attaques qu'on réalise sur plus de 1000 H. J'ai pris plus de 1000 H arbitrairement en fait, pour qu'on ait une réelle valeur statistique dessus. Et en fait, pour chaque attaque, il tient à jour un tableau à 2 dimensions, tel que à la case IJ, ce soit la probabilité de passer de I% à J%. Et on a les deux opérations classiques entre guillemets qui permettent de mettre à jour ce tableau, c'est-à-dire si jamais on a réussi à faire passer de I% à J%, on va légèrement augmenter la valeur correspondant à IJ, et si pour les J' différentes de J, on va légèrement diminuer les valeurs pour passer de I à J'. Là-dedans, en fait, on a alpha, que je n'ai pas encore défini, qui est un paramètre à choisir entre 0 et 1. Et la question qui se pose, c'est quelle valeur on peut donner à alpha. Parce que si alpha est très petit, on comprend qu'on aura une très bonne précision à long terme, puisqu'on aura une
précision à plus ou moins alpha, mais le problème c'est que la convergence est très petite, vu qu'on augmente par très petit pas, Et si jamais alpha est grand, c'est-à-dire à peu près égal à 0,1, la convergence est rapide, mais la précision est mauvaise à long terme. Donc, pour déterminer les valeurs de la donnée alpha, en fait, j'ai simulé la progression en fonction de alpha grâce à un script que j'ai fait en Python. Ce qu'on voit, en fait, c'est que pour alpha égale à 0,1, on arrive à une convergence des probabilités lorsqu'on a, après environ 10 à 15 itérations, je crois que c'était 13 maximum. Et en revanche, on voit que la convergence a lieu beaucoup plus tard pour alpha égale 0,005, c'est-à-dire on arrivait à plus de 850 pour les valeurs équivalentes. Ça, la convergence, en fait, on voit que c'est croissant parce que j'ai pris une valeur de départ de 0. C'est la valeur à laquelle est initialisée normalement la matrice, c'est-à-dire qu'on part en fait d'une matrice identité et au fur et à mesure, les valeurs qui sont à 0 augmentent et les valeurs diagonales qui sont à 1 diminuent. C'est généralement comme ça que ça fait. J'ai effectué quelques tests pour voir si le passage à l'échelle était réalisé avec cet outil. J'ai eu à disposition de 3 machines, donc ça sera assez limité, mais avec 3 machines, on va voir que ça marchait plutôt bien. La première machine, c'est une machine que je faisais tourner avec un GPU, et les 2 autres tournaient avec CPU. Et les 3 machines communiquaient via le réseau Wi-Fi de HSC. Le test que je faisais, c'est que j'essayais de casser un ensemble de 15 000 hash, qui était de type MD5 en fait, en testant toutes les chaînes de minuscules de longueur 9. Et j'ai d'abord testé chaque machine séparément avec son propre outil, puis ensuite avec Octopus, et on remarqué qu'après 1 heure de cassage, on obtenait ça. On avait la première machine qui est cassée 17,7% par heure, la deuxième machine 1,5%, la troisième 0,4%, et le cluster avait cassé 19,3% avait parcouru 19,3% de l'espace de recherche, pardon. Et si jamais le passage à l'échelle est réalisé, normalement on doit avoir les 3 pourcentages qui s'ajoutent, ce qui est à peu près le cas. Donc, avec 3 machines, ça semble être réalisé. Là, il n'y a que 3 machines, mais pendant que je développais cet outil, j'ai aussi été amené à tester avec un faux outil de cassage, mais avec une dizaine de machines virtuelles, c'est-à-dire qu'on avait la couche d'abstraction Octopus, puis sur chaque NoSQL, on avait un faux outil de cassage. Et avec une dizaine de machines, ça fonctionnait toujours. Donc j'imagine qu'on peut encore monter dessus. Je ne vois pas vraiment de limite raisonnable au nombre de machines. Notre limite, c'est que j'effectuais des attaques par masque qui engendraient très peu d'échanges de données. Et le problème, c'est que si on fait les attaques par dictionnaire et qu'on doit transférer à chaque fois des bouts de dictionnaire au NoSQL, c'est beaucoup moins efficace puisqu'il y a le temps de transfert. Donc la question que je me suis posée ensuite, c'est en supposant que le passage à l'échelle est réalisé, et en supposant que les NoSQL ont besoin à chaque fois qu'on leur transfère le bout de dictionnaire, à partir de combien de machines le cluster sera plus efficace qu'une machine simple. J'ai supposé que j'utilisais la machine 1, c'est-à-dire la machine qui fonctionnait avec le GPU. J'ai lancé un cassage sur un peu moins de 500 000 HMD5, une attaque par dictionnaire avec RockU qui faisait une taille d'environ 100 mégaoctets et des mots de longueur moyenne égale à 100. Et le tout était cassé en 7 secondes. Et la question que je me suis posée, c'est quand est-ce qu'un cluster de machines de ce type sera plus efficace qu'une simple machine 1. Et pour ça, les calculs, j'ai posé en gros le temps. Ici, c'est le temps qui est mis par une machine pour casser l'ensemble des mots de passe. Et ici, c'est pour le cluster. Ici, c'est en fonction du nombre de nœuds qu'il y a dans le cluster. Et puis, on a le débit qui entre en compte. En fait, plus le débit est grand, moins le
transfert des données. Et notre but, c'est d'avoir donc T1 inférieur à T2. Et l'application numérique disait que avec ce type de machine, à partir de 4 machines, on avait un cluster qui était plus efficace qu'une seule machine. Ce qu'on peut dire, c'est que les conditions en fait étaient mauvaises, donc on prenait une attaque par dictionnaire avec un gros dictionnaire. Les chunks étaient assez gros, je crois que j'avais mis 1 mégaoctet. Et donc, ce qu'on trouvait, c'est qu'on avait besoin de 4, et donc ce que j'imagine, c'est que vu que les conditions étaient mauvaises, ça sera toujours, un cluster de 4 machines sera toujours beaucoup plus efficace qu'une machine seule. Donc les limites qu'on a pu trouver à Octopus, c'est le nombre maximum de machines que je n'ai pas pu évaluer, et les attaques par dictionnaire qui peuvent être longues. Enfin, je vais traiter après d'une optimisation que j'ai réalisée récemment. Et il n'y a pas de communication sécurisée, donc c'est à utiliser dans un réseau isolé avec des utilisateurs de confiance pour qu'on ne se fasse pas sniffer les haches qui circulent. Donc à venir, je continue en fait, même si je suis plus stagiaire chez HSC, à développer cet outil. Ce que je prévois, c'est aux alentours du 15 mai, j'aimerais mettre en ligne sur GitHub la documentation. Pour l'instant, ça reste assez austère et puis le code n'est pas très propre. Donc je suis en train de nettoyer le code pour ajouter une documentation. Il y a quelques améliorations que je vais rajouter. C'est la possibilité de spécifier le nombre de chunks qu'on va avoir par type d'attaque et par type de hache. Parce que selon le type de hache, certains haches sont rapides à calculer. Donc dans ce cas, il sera bien d'avoir de gros chunks de dictionnaire par exemple. Parce que les attaques pourront se faire plus rapidement. Si jamais les types de haches sont longs à calculer, on utilisera des attaques, des petites attaques plus rapides à effectuer. Il y a aussi autre chose qui n'est pas encore disponible, que je suis en train de faire, que je vais pas commencer, mais je vais m'y mettre. C'est identifier les haches et les attaques disponibles pour chaque nœud esclave. C'est-à-dire un nœud esclave va pouvoir casser un certain type de hache, un certain type et réaliser un certain type d'attaque. Et ce qu'il faudra faire, c'est que le nœud maître n'envoie pas une attaque à un nœud esclave qui ne sache pas la faire. Pour l'instant, ce que j'ai supposé, c'est que tous les nœuds savaient faire toutes les attaques. Il y a la troisième, ça je l'ai fait, c'est donner la possibilité de placer des dictionnaires directement sur les 7 nœuds. En fait, ce que j'ai fait, c'est que lorsqu'il y a un nœud esclave qui se connecte au cluster, il a la possibilité de synchroniser un dossier de dictionnaire avec l'ensemble des dictionnaires utilisés par les utilisateurs qui vont envoyer les attaques. Si jamais on fait ça avant de commencer à attaquer, le nœud maître envoie tous les dictionnaires qu'il contient et qui ne sont pas encore chez le slave node, qu'il n'ait pas besoin à chaque fois de transférer les chunks. Et puis pour l'instant aussi, je crois que j'ai mis seulement la possibilité de casser 8 à 10 types de haches, je vais en rajouter d'autres. Et il y a l'attaque automatique qui n'est pas totalement implémentée parce que j'ai été confronté à une sorte de problème technique, c'est que ça prenait beaucoup de temps de trouver l'attaque optimale et finalement je vais m'orienter sur un algorithme de type génétique pour réussir à trouver non pas l'attaque optimale mais m'approcher de l'attaque optimale, et ça je le prévois pour fin juin ou début juillet. Donc Octopus, ce que j'ai essayé de faire normalement devrait marcher, c'est que c'est un classeur de hash flexible et distribué. Il y a une caractéristique originale qui est en développement qui devrait être disponible pas trop longtemps, c'est le mode automatique. Il y a quelques limites dont j'ai parlé tout à l'heure, et puis ce projet il est open source et on peut le trouver sur GitHub. Est-ce que vous avez des questions? Question par rapport à Python, tu utilises du multithreading avec? Non, c'est tout en asynchrone. Enfin, je réfléchis si j'utilise pas. Si j'utilise une fois multithreading, c'est pour. Non, j'utilise. Non. Pas de seconde question. Oui. Pour les nodes qui cassent différents types de haches, vous avez dit combien de types de haches? Aujourd'hui, on a 8 à 10,
mais c'est pas très compliqué d'en ajouter vu que j'utilise les types de hash qui sont déjà cassables par les outils existants. Et là, la question, vous prenez du code existant là En fait, pour l'algorithme qui teste oui, c'est des outils qui existent. En fait, chaque NoSQL a son propre outil, par exemple John the Ripper ou CLH4 ou HCF. dans tous les cas, vous n'avez pas réimplémenté. Non. Ça, c'était justement ce dont je parlais, parce que ce qu'avait fait Andrew Sonnenberg dans son papier, c'est qu'il avait réimplémenté tout MD5. Et vu que c'est quelque chose qui demande beaucoup d'optimisation pour que ce soit efficace, je m'étais dit que c'est plus efficace de ne pas le réimplémenter. Et potentiellement, de ce que vous savez, vous allez devoir rajouter beaucoup de choses, des BK, qu'est-ce qui manquerait et qu'est-ce qui serait à rajouter Mon type de hash à implémenter. Ouais. En fait, pour l'instant, les hashes qui sont utilisés, qu'on peut utiliser, pardon, ce sont tous les hashes usuels, des MD5, char, etc. Et aussi ceux avec le socle de Unix, qui utilise script de Unix. Donc aujourd'hui, on peut casser à peu près tous les hashes usuels. Ce que je pensais faire, c'était reprendre en fait la liste des hashes qui sont cassables par H4 et par John, et ensuite les rajouter. J'ai une petite question sur les cas d'usage, justement de la distribution du cassage de mots de passe. Si on regarde les chiffres que tu proposais, il me semble que c'était 15% sur une machine, 1,4 sur une et 0,5 sur l'autre. Est-ce que finalement ça c'est pas une distribution assez classique chez les personnes qui vont utiliser ce type de logiciel, car a priori des gens qui font des tests d'intrusion, c'est-à-dire qu'ils ont une machine qui serait dédiée à ça, enfin très performante, mais finalement est-ce que l'apport de le distribuer sur 5, 10, 20 ou 30 autres machines qui elles n'ont pas la même puissance va réellement apporter quelque chose? C'est plutôt ça ma question. Dans quel cadre ça s'inscrit? Est-ce que finalement c'est intéressant de le faire tourner sur 100 PC standards si par ailleurs j'ai un serveur et qui fait plusieurs cartes? Non, c'est pas. Dans ce cas, ça sera pas intéressant. L'idée, c'est qu'en fait, chez HSC, il y a plusieurs consultants qui utilisent leur propre machine avec des machines qui sont efficaces. Et l'idée, c'était de prendre des machines évidemment efficaces et d'utiliser des machines plus efficaces comme la machine 2 et la machine 3, c'est parce que c'est ce que j'avais sous la main. C'est plutôt fait si on a plusieurs machines dédiées au cassage. Oui, voilà. C'est plutôt recommandé d'utiliser ce type de machine. On peut toujours brancher une. Le responsable du sujet de stage et au déplacement, il n'a pas pu venir. Le sujet de stage était pleinement justifié. Je ne remets pas ça. Est-ce que tu as regardé des solutions comme Sagitta, qui est une boîte qui fait justement ça en distribué avec des grosses machines et plein de GPU? Ça, j'ai pas. Sagitta, ça me dit rien. Ils le vendent en fait. Oui, je vois. Non, celle-là, je l'ai pas vue. Ça s'écrit comment? SAJT? SAJIDTA, je crois. Je regarde. Dans un nom de domaine à la con, je crois que c'est en point système. Sagitta.système. Oui. Peut-être revenir, vous êtes resté un peu sur ce mode automatique et derrière votre implémentation là, de processus de Markov, mais d'un point de vue prise de décision. Qu'est-ce qui se passe exactement? Il y a une phase d'apprentissage, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure où les haches sont cassés, à partir de ça, votre algorithme détermine quoi? Il va dire il y a un intérêt à faire un masque. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai une base de données qui se met à jour, dans laquelle il y a une matrice qui est associée à chaque type d'attaque simple. Et lorsqu'on propose une nouvelle attaque simple, il n'y a pas toutes les attaques simples, bien sûr, qui sont répertoriées dans la base de données, mais celles qui sont utilisées. Lorsqu'on a une nouvelle qui est utilisée, la matrice est initialisée, comme je l'ai dit, avec une matrice identité. Et ce qui se passe, c'est avec les opérations que je spécifie ici, en fonction des résultats qu'on aura obtenus lors des cassages, ces matrices se mettront à jour grâce à ces opérations. Et ce qui se passe, en fait, pour trouver l'attaque optimale, c'est que je vais aller chercher dans cette base de données la séquence d'attaque qui permettra d'obtenir en moyenne le meilleur résultat. Et ensuite, je vais sortir cette séquence d'attaque comme politique d'attaque. Et pourquoi j'ai utilisé en fait un algorithme génétique pour
ça, c'est que ça prenait énormément de temps en fait j'ai essayé avec un algorithme tout bête, ça prenait énormément de temps de retrouver la séquence qui sera optimale. Et donc ce que je fais avec l'algorithme génétique, c'est que je considère que les gènes sont les attaques. Je prends des séquences d'attaques aléatoirement et ensuite je les combine comme avec un algorithme classique, une ou deux qui sont mutées à chaque itération et voilà. Je ne sais pas si je réponds à votre question. C'est pour ça que l'algorithme génétique. Un exemple de séquence d'attaque, par exemple, ça démarrer par un dictionnaire, voilà, par exemple le dictionnaire je sais pas, jaune par exemple, puis ensuite on fait un masque, un deuxième masque, on utilise le dictionnaire OQ, etc. Ce sera ça une séquence d'attaque. Donc sur un ensemble de boucles de hash, assez rapidement, votre outil propose une séquence en fonction des dictionnaires. Il est censé pour l'instant, justement, le problème c'est qu'il le fait pas rapidement, c'est qu'il est censé le faire rapidement, c'est sur ça que je vais vous dire, le plus efficace, ça a été d'abord de débuter par un dictionnaire plutôt que de débuter par un masque. Par exemple, oui, là pour l'instant, j'ai pas. Comment dire. L'algorithme que j'ai mis en place, voilà, avec un nombre d'attaques qui était limité, vu que je n'ai pas encore terminé l'implémentation de l'algorithme génétique, j'avais pas encore les séquences d'attaques qui étaient optimales. Et à mon avis, oui, ça sera un dictionnaire en premier, puis ensuite on verra les masques qui seront les plus efficaces. Et aussi, ce qui est, bien sûr, ça marche pas si jamais c'est une remarque qu'on m'avait faite lorsque je l'ai présenté à HSC, c'est que si tout le monde utilise les mêmes types d'attaques, on aura toujours les mêmes séquences qui ressortiront. Voilà, l'intérêt, c'est que quand même, il y a des gens qui utilisent des masques différents, qui utilisent des types d'attaques différents, et c'est comme ça qu'il pourra réussir à trouver quelle séquence est la plus efficace en un temps donné. Oui. Ce que je comprends en fait, c'est sur les slides, il y a un agent qui pilote en fait un binaire generator, est-ce qu'il est possible d'implémenter d'autres outils? Oui, il suffit de. Comme ce que je l'ai dit en fait au départ, ce qu'il faut faire, c'est transcrire la syntaxe qui est propre à Octopus, qui ressemble beaucoup à la syntaxe utilisée par H4. Par exemple, les masques, ça ne sera pas tout à fait des points d'interrogation, parce que ce sera quelque chose qui ressemblera. Et la seule limite, voilà, c'est qu'on doit réussir à faire quelque chose qui transcrive la syntaxe de Octopus sur la syntaxe du nouvel outil. Et typiquement, un outil qui ferait du crack avec des random tables, il n'y a pas de séquence particulière. Oui, là c'est encore autre chose, c'est un nouveau type d'attaque en fait qu'il faudrait ajouter. C'est vrai, ce que je veux dire, c'est l'outil modulaire. Oui, il est modulaire, voilà, il a été fait de manière. Il y a plusieurs modules et dans chaque module en fait on peut rajouter des fonctions qui ont été fait pour. D'autres questions? J'ai une petite question sur ce que j'ai donné, et plus spécifiquement sur les résultats. Comment ça se passe en fait? Est-ce que les résultats ils sont stockés sur les esclaves et puis les renvoient au maître, ou est-ce qu'il y a du stockage uniquement Les nœuds sont stockés sur en fait, l'API et le maître, je les ai séparés parce que les opérations qui sont faites par le maître sont plus sensibles il peut planter plus facilement que l'API. Et ce que j'ai fait, c'est que le maître, en fait, il y avait un maître primaire et un maître secondaire, et que si jamais le maître primaire plantait, l'API redirigeait tous les travaux vers le maître secondaire, et si jamais le maître primaire revient, on retourne sur le maître. Et donc les résultats sont stockés sur l'API, qui est un peu la pièce qui chapeaute le tout. Et c'est stocké sous forme de fil. Alors soit dans la mémoire, mémoire vive, soit lorsque l'attaque est terminée, ça passe en fichier texte. Est-ce que vous avez songé éventuellement à intégrer un mécanisme qui permet de limiter la rétention de ces données qui sont quand même assez sensibles? Non, je n'ai pas réfléchi à ça. Est-ce que vous pensez à un mécanisme? Non, mais je pense que si jamais les résultats étaient partiellement stockés. Oh, oui, c'est sûr que c'est un problème auquel je n'ai pas pensé. C'est un embêtant. Oh, oui, mais sur une machine. C'est quelque chose c'est une chose à laquelle je n'ai pas pensé. J'y penserai. D'autres questions? Merci beaucoup, Dany.